Voilà, donc ce séminaire, il part un petit peu d'une discussion qu'on a eue, Didier et moi, sur finalement tout ce qui tourne autour des événements sensoriels par rapport à l'infection, qu'on a toujours tendance à résumer à une réaction allergique. Et à ce moment-là, j'avais dit oui, mais c'est sans doute plus compliqué que ça. Et donc, évidemment, quand on répond dans l'IHU, c'est plus compliqué que ça, qu'à cela ne tienne, tu nous en parles. Alors, voilà un petit peu le point de départ, parce que bon, c'est pas, je dirais, certes, je me suis beaucoup gratté dans la vie, mais bon, ça n'a pas été que mon métier toute ma vie. Donc, ça a été le premier point. Le deuxième point, c'est ça ouvre un questionnement, parce que à l'heure actuelle, on voit que la politique de recherche des EPST, c'est de focaliser au maximum la recherche, de façon à faire que les gens n'aient plus qu'un tout petit projet sur lequel ils vont travailler toute leur vie. Donc du coup, ils ne vont rien découvrir, puisque de toute façon, ils sont tellement focalisés qu'ils ne peuvent plus rien faire. Donc, ouvrir cette discussion sur un axe qui finalement est la question de l'axe neuro-immuno en maladie infectieuse, c'est considéré par les EPST comme une dispersion, et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Donc je crois qu'il y a ces deux aspects qui font qu'on doit quand même commencer à s'interroger à cette question. Alors du coup, finalement, qu'est-ce que c'est cette démangeaison? Au début, je pensais que c'était un sujet extrêmement confidentiel, et en fait, on s'aperçoit que c'est un domaine qui est en émergence, et qu'on voit que la plupart des publications, elles sont sur les 3-4 dernières années. Donc il y a quelque chose qui se passe, il y a un événement qu'il faut un petit peu percevoir. Alors l'idée de départ, c'était que finalement, l'idée de départ, c'était que finalement la démangeaison, c'est un sous-produit de la douleur. Donc on est dans un particularisme qui a une perception douloureuse, et en fait on s'aperçoit, et ça a été découvert c'est à peu près ces 4 dernières années, qu'en fait il y a des voies du système nerveux qui sont spécifiques, et c'est ceux sur lesquels on reviendra un petit peu dans l'exposé, qui sont spécifiques effectivement de la perception de la démangeaison, et dont la perception de la démangeaison va déboucher sur un acte qui est le grattage en fait. Et que ça repose sur des étapes moléculaires qui sont particulièrement bien caractérisées à l'heure actuelle, en particulier définies par des neurones qui expriment des récepteurs pour les peptides en relation avec la gastrine. Donc on a une identité neuronale qui est assez précise. L'autre point de cette émergence, c'est que ce sujet percute aussi toute la connaissance qu'on a à l'heure actuelle du système immunitaire de la peau, qui est un organe immun secondaire, ce qu'on pensait pas à l'époque, et que donc en fait on va s'apercevoir qu'il y a au niveau de la peau un entrelac de cellules immunitaires, de cellules structurales et de neurones sensoriels qui font qu'on a véritablement une unité neuro-immune au niveau de la peau. Alors, bien entendu, vous vous en doutez, c'est un sujet qui a des applications médicales qui sont importantes, bon, essentiellement en dermatologie, mais pas exclusivement. Et la question qu'on va se poser, c'est bon, finalement, cette relation entre mécanismes liés à la démangeaison et défense de l'hôte, a-t-il une place? Est-ce que c'est un événement secondaire ou est-ce que c'est un mécanisme sur lequel il faut se pencher de façon un petit peu plus approfondie? Alors bien entendu, il faut revenir au départ, hein, donc c'est un prurite, qui va définir un axe vicieux qui est que qui dit prurite dit sensation inconfortable et nécessité de grattage. Donc on considère que cette démangeaison devient chronique si elle dure plus de 6 semaines, et là on va rentrer dans toutes les pathologies cutanées chroniques, inflammatoires. Bien entendu, on s'en doute, ça a un impact sur la qualité de la vie, et que chez les primates, c'est une fonction importante au sein de la communauté des singes,
effectivement loud scratch qui est une fonction aussi de communication. Donc on voit que c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait penser au début comme un simple particularisme. Alors bien entendu, c'est un symptôme, hein, sans doute. Sa fréquence va dépendre d'un certain nombre d'éléments. Ben, l'âge, plus on est vieux, plus on se gratte. C'est comme ça. L'ethnicité, donc, c'est un paramètre. La maladie sous-jacente et la saison. On se gratte plus en hiver qu'on se gratte en été. Peut-être parce qu'on fait autre chose aussi, mais bon, ça c'est indépendant. Dans la population générale, donc le prurite aigu, donc on voit qu'il est qui représente à peu près 8,4%. C'est quand même un événement qui est assez significatif et qui a été en particulier étudié sur des grandes cohortes. C'est un symptôme qui est beaucoup plus fréquent au cours de la grossesse, puisque dans 18% des cas de grossesse, on a effectivement ces phénomènes de démangeaison. Alors bien entendu, on s'en doute, c'est dans les pathologies dermatologiques que on va retrouver une très grande fréquence qui peut monter jusqu'à 80% par exemple chez les patients atteints de psoriasis. On a à peu près les mêmes données dans les dermatites atopiques. Donc on est dans des situations où là c'est pas illogique d'avoir ce type de fréquence. Donc dans les maladies chroniques, c'est un facteur qui va être associé avec certaines maladies générales. C'est le cas par exemple des hémopathies. On va la retrouver chez les sujets hémodialysés. On va la retrouver chez les patients qui ont une cholestase. Bon, ça c'est un vieux truc qu'on savait, mais bon, effectivement c'est un point important. On va la retrouver également dans le diabète. Et bien entendu, il y a un certain nombre de médicaments qui vont en être responsables. Alors bien entendu, la part des maladies psychiatriques dans ce symptôme est effectivement sans doute extrêmement fréquente et c'est souvent associé avec l'épisode de dépression. On a une association. Donc c'est quand même quelque chose c'est un symptôme bien souvent de maladies qui peuvent être extrêmement sévères. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cadre des infections? Eh bien, dans les infections, souvent, on a cette association douleur et démangeaisons qui sont associées. Donc, c'est bien connu avec les ectoparasites. Bon, parce que c'est effectivement un comportement qui permet de se protéger. On le retrouve aussi avec les endoparasites. Bon, Onchocercus, les schistosomes vont être effectivement une source de prurite. Les infections fongiques, on va en retrouver. On voit que finalement c'est quelque chose d'assez général. Dans la dermatite atopique, c'est la présence de Staphylococcus aureus qui va être responsable d'un prurite chronique. On va le retrouver dans les hépatites, chez les patients avec l'infection par HIV, bien entendu, chez les patients infectés par le VZV, et c'est quelque chose d'histaminodépendant. Bon, après, il y a d'autres choses aussi, c'est pas exhaustif. Bon, c'est quand même extrêmement fréquent, donc la relation prurite-infection est quelque chose de solidement appuyé par des données cliniques et épidémiologiques. Alors, bien entendu, l'association avec les vecteurs est extrêmement nette, hein, donc les différentes piqûres vont être une source de prurite. Ces différentes piqûres vont mettre en jeu souvent des mécanismes qui sont portés par la réaction allergique, donc médiée par IgE, mais pas exclusivement. Et donc on a de grandes variations. Donc souvent dans les piqûres de moustiques, on va avoir des réactions immunitaires qui vont être responsables d'un prurite. Ce sont effectivement les protéines salivaires. On peut avoir des tableaux qui peuvent être plus sévères. C'est le cas, par exemple, de certains patients qui ont des infections à EBV associées, où on peut avoir des formes sévères de réactions anaphylactiques. Donc, on est dans une réponse à l'IgE. On peut avoir effectivement certains syndromes où on va avoir des réactions inflammatoires avec des papules qui sont très prurigènes. Bon, on va avoir aussi des possibilités dans le cas du HIV avec des infiltrats périvasculaires de lymphocytes et éosinophiles. Donc on voit quand même globalement, dans les piqûres de moustiques, on a plutôt un contexte
qui va tourner autour de ce qu'on appelle une réponse TH2, c'est-à-dire globalement ce qui est en rapport avec l'allergie. Donc effectivement, ici, là c'est clairement net, avec les bedbugs aussi, on a des réponses d'hypersensibilité aux protéines salivaires, c'est un petit peu moins net quand même en termes de mécanisme que dans les piqûres de moustiques, et là aussi vous avez une atteinte. Donc globalement, piqûre d'insectes est associée effectivement à des réactions de type origineuse. Alors, tout ça, maintenant on va essayer de voir un petit peu quel mécanisme ça met en jeu. Ben, ça met en jeu un organe, cet organe c'est la peau. Donc c'est de là que se constitue toute la voie qu'on appelle la voie du prurite. C'est une voie qui est importante parce qu'elle ne concerne pas que le prurite, mais c'est toute la perception sensorielle qu'on va avoir avec la mécanoréception, la thermoréception, la proprioréception, la nociception. Donc c'est l'ensemble des mécanismes sensoriels va reposer sur cette structure qu'on a au niveau de la peau. Et donc on voit tout de suite que la peau est associée au système nerveux par un certain nombre de terminaisons nerveuses sur lesquelles on va un petit peu s'attarder. Alors ces terminaisons nerveuses, bon, là vous avez l'épiderme, là vous avez effectivement le derme, et donc on a au niveau de la peau une très très grande richesse de terminaisons nerveuses. Ces terminaisons nerveuses sont classées selon la taille, le diamètre de la fibre et la vitesse de transmission. Donc on distingue ce groupe des fibres bêta et delta, qui sont des fibres myélinisées de grande taille avec une vitesse de transmission qui est rapide. Et à côté de ça, on a des fibres qui sont démyélinisées avec une vitesse de transmission qui est plus lente et qu'on appelle les fibres C. Donc vous voyez qu'on retrouve au niveau de l'épiderme à la fois ces fibres C qui vont nous intéresser parce que c'est elles qui sont spécifiques de la démangeaison, et vous avez les fibres bêta et delta, donc qui vont être elles responsables de la mécanosensation et de la douleur. Donc on est dans cette même zone où on va avoir côte à côte des terminaisons nerveuses avec des mécanismes supportant des mécanismes très différents. Bon, le signal va remonter jusqu'au niveau de la moelle. Et à partir de là, effectivement, va aller dans certaines zones du cerveau qu'on reverra. Donc l'intérêt de cette zone-là, c'est qu'en fait, elle est extrêmement complexe par ses éléments cellulaires. Donc bien entendu, vous avez l'épiderme, là vous avez le derme, on en a parlé. En dessous, vous avez un tissu adipeux sous-cutané, qui va être important aussi par la vascularisation. Et vous avez des annexes qui sont importantes, à savoir c'est le follicule pileux et les glandes sudoripares. Donc vous avez cette continuité de la couche cornée qui va être rompue à certains passages pour les glandes sudoripares et pour les follicules pileux, et c'est là qu'effectivement que ça représente des voies d'entrée naturelles pour les agents infectieux, mais aussi pour autre chose, par exemple pour les aptènes en particulier. Alors, si on regarde un petit peu ce qu'il y a dans cette partie, donc dans l'épiderme et dans la couche cornée, la couche cornée, ce sont des kératinocytes qui sont morts. Vous avez au-dessus une jonction serrée, et donc c'est là tout l'enjeu, et en particulier ce qui va se passer dans la réaction inflammatoire, c'est que vous allez augmenter la porosité des jonctions serrées, et donc ça va permettre le passage effectivement d'un certain nombre d'éléments. Donc au-dessus de tout ça, il y a tout un microbiote cutané qui est absolument essentiel et qui fait la même fonction que ce qu'on a au niveau du tube digestif, au niveau respiratoire, à savoir une vraie régulation du système immunitaire. À l'intérieur de cet épiderme, vous allez avoir donc des cellules qu'on appelle des cellules de Langerhans, qui sont considérées, qui ont été très très longtemps considérées comme des cellules dendritiques, et que l'on considère maintenant comme des macrophages. Je pense que ça n'a strictement aucune importance, mais bon, c'est quand même un grand marqueur de cette couche. Vous allez retrouver à l'intérieur donc
de cet épiderme, des kératinocytes, qui sont effectivement les cellules les plus importantes. Vous allez trouver également quelques cellules T, et en particulier des cellules T gamma delta, qui sont des cellules qui sont très rares dans la circulation, mais qui sont présentes au niveau de l'épiderme. Alors, ce qui est intéressant dans le follicule pileux, c'est que c'est un véritable régulateur immunitaire. Pourquoi c'est un régulateur immunitaire? Parce que par sa structure, il va être un attracteur de cellules, de monocytes et de macrophages. Donc, pourquoi? Parce que il va produire tout au long de son trajet un certain nombre de facteurs chimiotactiques. Et selon qu'on est ici ou qu'on est ici, on n'a pas les mêmes facteurs chimiotactiques. Et donc, on n'a pas les mêmes cellules qui sont attirées ici. C'est absolument fascinant. Et le follicule pileux, s'il est attractif pour les monocytes, il est répulsif pour les lymphocytes. Donc, il va exclure les lymphocytes de cette zone. Donc, on va avoir ici une zone qui est ce qu'on appelle les privilèges humains. C'est qu'il y a très très peu de réponses immunitaires. Il y a une tolérance dans cette zone-là. Donc, on comprend aussi que c'est une voie d'entrée, puisque c'est une zone qui est relativement tolérante. Alors, dans cette zone, on va retrouver, et là, ça quand même, je crois que c'est le drame des immunologistes. Ils sont obligés de faire des trucs hyper confus au bout d'un moment, ça dérape très vite, et là, ça dérape, voilà. Donc, on est donc dans l'épiderme. Donc, dans l'épiderme, qu'est-ce qu'on va retrouver? Bon, les cellules dont on a déjà parlé, et puis on va retrouver les fameuses terminaisons nerveuses, et en particulier les fameuses fibres C. Donc tout ça, c'est en contact. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a différents des agents pathogènes, champignons, bactéries, ou des aptènes? Donc, je vous rappelle, les aptènes, c'est des petites structures qui ne sont pas immunogènes en soi, mais qui le deviennent à partir du moment où elles vont se complexer à des protéines, et en particulier les protéines de la peau. Donc, c'est là qu'elles deviennent immunogènes. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Bon, eh bien, elles vont soit directement interagir, c'est ça qu'on va voir, soit directement interagir avec les terminaisons nerveuses, parce que ces terminaisons nerveuses possèdent des récepteurs pour reconnaître directement les agents infectieux, soit vont interagir avec les cellules dendritiques, et vont produire un certain nombre de molécules, en particulier des molécules qu'on appelle des molécules reliées à la calcitonin, qui vont activer les cellules du derme, produire de l'IL-23, activer les gamma-delta et produire les fameuses interleukines 17, parce que la réponse immunitaire au niveau de la peau, c'est l'interleukine 17. C'est ça qui fait que, quand on a un déficit en interleukine 17, on a une plus grande susceptibilité aux infections cutanées, parce que c'est le médiateur classique de la réponse. Donc ça veut dire que, pour assurer la défense au niveau de la peau, on engage déjà le système nerveux par l'intermédiaire de ces fibres C. Alors voilà, donc ça donne, voilà ce qui se passe dans la vraie vie. Donc vous avez un aptène, donc, qui va rentrer au niveau de la peau, il va être reconnu par les cellules dendritiques, il va partir au ganglion, et lors d'une deuxième restimulation, deuxième contact, eh bien vous allez avoir cet aptène qui va interagir avec les cellules dendritiques et les lymphocytes qui sont présents directement au niveau de la peau, puisqu'ils ont été recrutés par la phase de sensibilisation, et donc vous allez avoir une réponse inflammatoire importante. La deuxième option, c'est il existe un système qui consiste à interagir avec les kératinocytes, produire de l'interleukine 1, et on a un mécanisme qui est un petit peu différent, à savoir qu'on va créer un espèce de microsystème immunitaire qu'on appelle un SALT, qui est en fait un système de type lymphoïde tertiaire, donc qui sont organisés au niveau de la peau, et qui va assurer cette fonction. Donc on a quelque chose qui est très 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 réactif, avec des voies qui sont diversifiées. Alors, parmi ces cellules, bon, il y en a une qui est centrale dans cette réponse, c'est le mastocyte. C'est une cellule qu'on a longtemps considérée comme la cellule clé de la réaction allergique. Pourquoi? Parce que c'est une cellule qui exprime des récepteurs pour les IgE. Donc, à partir du moment où un allergène est reconnu par une IgE, il va se fixer sur ces récepteurs, et ce pontage va faire que les mastocytes vont dégranuler et ils vont produire en particulier de l'histamine.
Ça, c'est le schéma classique. En fait, on s'aperçoit que les mastocytes présents essentiellement présents au niveau de la peau, eh bien, vont avoir différentes fonctions, et en particulier des fonctions immunorégulatrices sur les autres cellules, sur les vaisseaux et sur les fibroblastes, puisqu'ils vont être associés à des phénomènes de fibrose. Bien entendu, il va y avoir une interaction qui va se faire avec le système nerveux, puisqu'on a une unité qui est une unité mastocyte-système nerveux. Alors, ces mastocytes sont aussi impliqués dans les réactions aux infections. Donc, je donne deux exemples. Un exemple, donc, infection à Mycobacterium tuberculosis, où on voit que le mastocyte par lui-même est capable de tuer les mycobactéries par des mécanismes qui sont souvent des mécanismes passant par la production d'extracellular traps. Ce sont des structures extracellulaires, et il va contribuer aussi à la formation des granulomes. Donc il a un rôle, clairement, dans les infections à mycobactéries. Bon, je suis obligé de dire quand même qu'on a un peu travaillé sur le sujet, donc nous on a montré que les mastocytes eh bien, sont capables de reconnaître Coxiella burnetii, comme vous voyez ici, d'induire donc des mécanismes donc extracellulaires qui sont distincts des nets, ce qu'on a appelé en fait des cytonèmes. Donc ce sont des mécanismes qui sont riches en actine. Alors les nets, ce sont des structures qui sont riches en ADN. Et les cytonèmes, ce sont des structures qui sont riches en actine. Donc vous voyez ici représenté ici, c'est des longues projections. Alors à quoi servent ces projections? Ce qu'on a montré, elles servent à tuer les bactéries en extracellulaire, puisqu'elles vont les entrapper, elles vont les piéger ici. Donc vous avez les bactéries qui sont piégées ici. Et qu'est-ce qu'on va retrouver au niveau de ces projections? Eh bien, on va retrouver des médiateurs qui sont des médiateurs toxiques, comme la catélycidine ou l'élastase. Donc on a effectivement ces mastocytes, donc ils reconnaissent les agents infectieux, ils sont capables de les manager et ils interagissent avec le tissu nerveux. Donc on a vraiment une unité qui est clairement définie. Alors maintenant, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail un petit peu moléculaire des mécanismes donc du prurine. Donc ce sont d'abord les prurinogènes. Donc ces prurinogènes vont être produits soit par des structures qui sont tout à fait extérieures, soit par les structures au niveau de la peau qui ont été stimulées. Et donc vous voyez, la liste elle est absolument phénoménale. Donc on va rester sur quelques exemples. Alors bien entendu, le premier exemple c'est l'histamine. Donc c'est le prurinogène majeur. Il est produit par les mastocytes, mais il peut être aussi produit par les basophiles et les kératinocytes. Il va se lier à 4 types de récepteurs. Ces récepteurs sont présents sur les terminaisons nerveuses, mais c'est surtout le récepteur H1 qui est le récepteur le plus impliqué, le récepteur H4 pouvant éventuellement avoir un rôle. Alors ce qui est intéressant, c'est que si l'histamine est clairement associée à l'induction du prurite, si vous injectez l'histamine dans la peau, vous induisez une réaction prurigineuse. Par contre, les antihistaminiques n'ont pas d'effet correcteur sur la survenue d'un prurite. À côté de ça, on a les cytokines. Alors, ce sont essentiellement les cytokines Th2, donc celles qui sont associées à la réponse allergique, voire à la réponse antiparasitaire. Et 2 cytokines sont particulièrement intéressantes. C'est l'IL-31. L'IL-31, c'est une cytokine vraiment prurigineuse. Donc, elle est suffisante par elle-même pour induire le prurite. Si on injecte de l'IL-31. Ouais. Donc c'est indiscutablement, elle est suffisante pour induire le prurite. Elle est associée effectivement à toute une série d'anomalies cutanées. Elle va se lier à des récepteurs spécifiques au niveau des terminaisons nerveuses, et elle est à l'heure actuelle la cible d'un certain nombre de thérapies par anticorps monoclonaux qui semblent donner des résultats. La deuxième molécule, c'est cette molécule, donc la TSLP, la thymixtromal lymphopoïétine, qui est produite par les kératinocytes et qui, elle aussi, est capable d'induire des réactions prurigineuses. Les autres cytokines de la réponse Th2, l'IL4, l'IL13, l'IL33, contribuent à la réaction prurigineuse, mais souvent en sensibilisant le sujet plus qu'en ayant un effet antiprurigineux direct.
Les cytokines Th17 dont on a vu qu'elles étaient associées aux mécanismes de défense au niveau de la peau peuvent avoir un effet dans l'induction du prurite, et c'est le cas par exemple des anticorps monoclonaux anti-IL-17 qui ont un effet, qui peuvent améliorer des réactions prurigineuses dans le psoriasis. Les protéases sont un groupe particulièrement intéressant. Donc les protéases, c'est représenté en particulier par le coège, donc qui est une légumineuse, qui est extrêmement prurigineuse, et cette plante est capable d'induire une réaction qui est une réaction prurigineuse qui est indépendante de la voie de l'histamine. Donc on a bien des mécanismes totalement indépendants de l'histamine. Il existe un groupe de récepteurs, donc on appelle les mass related G-proteins, donc les MRGPR, qui sont en fait exprimés par les neurones sensitifs et qui vont reconnaître un certain nombre de molécules, et en particulier la chloroquine, par exemple, qui est qui induit des réactions prurigineuses en passant directement par ce type de récepteur. Alors ces types de récepteurs, ils peuvent être présents à la surface des mastocytes, et voilà ce que ça donne. Donc un mastocyte, quand il est activé par des IgE et des allergènes, eh bien il va donner cette réponse classique histaminique. Si maintenant on prend ce type de récepteurs, donc ces fameux récepteurs de type MAS, eh bien on s'aperçoit qu'ils vont être capables de reconnaître un certain nombre de molécules, y compris la chloroquine, et vont induire également des réactions où on va retrouver en particulier de la sérotonine et l'histamine. La sérotonine est sans doute la molécule qui est la plus intéressante dans ce contexte-là. En général, ici on a des réactions qui sont plutôt systémiques, et ici on a des réactions qui sont plutôt locales. Donc on a un peu une différence entre les deux, mais ce récepteur, il est extrêmement important. Alors, ces prurinogènes, ils vont donc activer des récepteurs qui sont présents sur les cellules, les fibres nerveuses non myélinisées, et la fonction, ça va être d'ouvrir des canaux ioniques de façon à induire un potentiel d'action. Et donc à partir de ce moment-là, on est dans un schéma classique si la stimulation est suffisante. Et donc on a ici, et ça c'est pour mémoire, un certain nombre de récepteurs qui ont été identifiés, qui sont activés uniquement par les prurinogènes et qui vont être responsables d'un certain nombre de réponses. C'est par exemple le cas du récepteur H1 de l'histamine, eh bien va activer ce récepteur-là. On va avoir d'autres molécules qui vont activer plutôt le TRPA1, etc. Donc on a une grande diversité. Alors il faut savoir que on peut avoir quand même des stimulations qui vont pas passer par les ligands traditionnels. C'est le cas de l'ATP, des prostaglandines, c'est le cas d'une température excessive, c'est le cas du froid. Donc on sait qu'effectivement les variations thermiques sont fortement associées à l'induction d'un prurit. Donc ces récepteurs-là, ces canaux-là, qui sont finalement ceux qui vont vraiment réguler la fonction des neurones, eh bien peuvent être des cibles potentielles, essentiellement pour le traitement des prurites chroniques. Alors là, vous voyez un petit peu plus en détail comment ça se passe. Donc on a, en fonction donc des cellules immunes de la peau, les médiateurs qu'ils vont produire et les impacts que ça va avoir sur les neurones sensoriels responsables du prurite. Donc vous le voyez qu'effectivement donc l'histamine va jouer cette voie absolument classique qu'on vient de décrire. L'IL4 et l'IL13 vont avoir des voies qui sont un peu particulières. L'IL31, qui est vraiment la molécule, eh bien elle va agir sur son récepteur qui lui-même va ouvrir les canaux. Donc c'est les canaux plutôt TRPA1 ou TRPV1, donc effectivement les récepteurs canoniques. Et évidemment, vous avez la même chose avec les kératinocytes. Donc une fois que c'est lancé, eh bien le signal va remonter donc par la moelle. Donc au niveau médulaire, vous avez des systèmes de régulation sur lesquels on va pas s'étendre parce que en plus je dirais que c'est tout à fait hors de mon champ de compétences. On va avoir une régulation du signal d'activation
prurigineux qui va faire qu'on va ralentir ce signal. Et puis ça va remonter au niveau donc du cerveau, donc vous allez avoir différentes aires cérébrales qui vont être spécialisées dans différents éléments du prurite, soit en particulier le cortex S1, S2, où vous allez avoir effectivement une zone qui est dédiée à apprécier l'intensité et la localisation, d'autres qui vont plutôt être dédiées à la perception et la motivation, et d'autres qui vont être dédiées à l'activation et conduire donc au phénomène de démangeaison. Donc ça peut bien se mesurer chez des volontaires sains, donc ou chez des animaux. Donc on va prendre de l'histamine, on va prendre le fameux CoH, donc qui est l'activation non histaminique, et on va voir quelles sont les zones qui sont activées au niveau du cerveau. Donc vous voyez en bleu ce qui est activé spécifiquement par le CoH. De la même façon en vert, ce qui est activé par l'histamine, et puis vous voyez bien entendu qu'il y a des zones de coactivation. Mais quand même, les aires qui sont activées sont quand même assez différentes selon qu'on est dans une voie histaminique en vert ou une voie non histaminique en bleu. Donc il y a vraiment une spécialisation, et donc ça c'est effectivement les grandes avancées qu'on a par les techniques donc d'imagerie cérébrale. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que les neurones sensoriels sont capables de reconnaître directement les agents infectieux, des produits de ces agents infectieux? Eh bien, ce qu'on sait à l'heure actuelle, c'est que les neurones sensoriels, expriment les récepteurs Toll. Donc, ces récepteurs Toll, on les a montrés en particulier dans les neurones de souris, et on voit qu'ils expriment pratiquement l'ensemble des récepteurs Toll. Le TOLR3 pour l'ARN, le TOLR4 pour le LPS, le TOLR5 pour la flagelline, le TOLR7 encore pour l'ADN, le TOLR9 pour les CPG non méthylés. Donc en fait, là, on a exactement ce qu'on retrouve sur l'ensemble des cellules immunitaires. Donc les neurones ont la capacité de reconnaître exactement les agents infectieux au même niveau que sont capables de reconnaître les cellules immunitaires. Donc la reconnaissance donc de ces récepteurs Toll conduit à l'induction d'un comportement de prurite. C'est exactement la même chose pour la douleur. Les voies sont parallèles à ce niveau-là. Donc ça a été montré donc avec par exemple le récepteur TOLR7, donc qui reconnaît l'ARN. Donc si on prend des ligands spécifiques du TOLR7, eh bien on va avoir l'induction directe d'un comportement prurigineux chez les souris, qui est dû donc directement à une activation des voies neuronales. Et on a la même chose avec par exemple des peptides ou des toxines qui sont dérivées du staphylocoque. Donc la question, c'est est-ce que le microbiote qui régule le système immunitaire de la peau peut effectivement réguler l'activité de ces neurones? Et bien ça, effectivement, il y a des données qui sont croissantes dans ce domaine. Il y a des données qui sont presque plutôt épidémiologiques. Donc il y a des données qui sont plus épidémiologiques, c'est que des altérations du microbiote cutané sont observées dans la cirrhose. Et là, il y a une relation directe avec la sévérité, et ça, on peut l'étudier au niveau moléculaire, puisque par exemple, l'acide isophosphatidique est un prurinogène, et que donc il y a une relation directe avec ça. Alors, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que si vous prenez des souris germ-free, eh bien, on va voir que quand on va étudier le transcriptome au niveau de l'amygdale, qui est une des zones qui est activée dans les réactions prurigineuses, eh bien, on s'aperçoit que le transcriptome au niveau de l'amygdale devient hyperactivé en absence de microbiote. Donc, inversement, ça veut dire que le microbiote avait un facteur régulateur directement au niveau de l'activité à ce niveau-là. Bien entendu, ce microbiote, il est sensible au stress par le cortisol, et donc va jouer aussi sur la capacité à développer une réaction prurigineuse ou pas. Alors les cibles thérapeutiques, eh bien, comme je vous en ai parlé, bien entendu, il y a les traitements classiques du prurite, traitements locaux, traitements généraux. Il y a un certain nombre d'axes sur lesquels
on s'intéresse, c'est les anti-TLCP, qui ont sans doute donné des résultats, les anti-IL4 et récepteurs de l'IL4 qui ont donné quelques résultats. C'est sans doute celui-ci qui est le plus intéressant, le nemozilumab, qui est l'anti-récepteur de l'IL31, qui est sans doute une molécule particulièrement intéressante. Puis après, il y a toute une série de molécules qui ont une activité directe au niveau du système nerveux central et qui peuvent avoir un effet sur le traitement du prurite. Donc on arrive un petit peu à une conclusion. Donc on va avoir deux voies majeures, la voie de la douleur et la voie du prurite. Donc dans les mécanismes de défense portés par les neurones sensoriels, la douleur, bien on connaît, hein, effectivement, il y a une relation forte entre infection et douleur. Le prurite, donc on s'aperçoit que ça, je dirais, si on voulait un petit peu proposer des mécanismes, c'est effectivement l'élimination de l'irritant, c'est l'élimination du pathogène, la réponse TH2, et voilà. Donc effectivement, le risque, c'est effectivement d'augmenter la diffusion à d'autres sites. Il y a aussi un mécanisme qui doit être rapproché des neurones sensoriels, qui est celui de l'expulsion au niveau du tube digestif, organe extrêmement innervé avec le même type de neurones, où on va pouvoir avoir des effets au niveau de la défense de l'hôte. Voilà un petit peu, c'est un champ qui est en train d'exploser. Moi je pense qu'il y a quand même un intérêt, c'est de voir un peu plus ce qui se passe au niveau de la peau. Il y a des choses à faire, il y a des outils, et je pense que c'est sans doute quelque chose on devrait regarder peut-être un petit peu plus précisément. Voilà. Très bien.